des réfugiés et puis vous allez en savoir un petit peu plus sur elle dans quelques minutes. On va peut-être juste attendre 1 minute pour voir si d'autres personnes qui vont se joindre à nous et puis par la suite, on va commencer ça tous ensemble. Peut-être juste pour... Oui! Oui, c'est ça. On était connectés, André. Je voulais peut-être juste pour apprendre à vous connaître un petit peu, si vous pourriez écrire le campus que vous représentez, l'institution, soit le cégep ou encore l'université, dans la boîte de dialogue, ce serait vraiment très apprécié pour qu'on puisse connaître un peu plus les personnes qui assistent au webinaire aujourd'hui. On a Sherbrooke avec un point d'exclamation. Yes! Madame! Columbia College, cool. Vieux-Montréal, Lévis-Lauzon. Surtout des collèges. Ah non, l'Université Laval. Ouais, un point d'exclamation aussi. On a du monde du Québec jusqu'en Colombie-Britannique. Wow! Ah, l'Université Laurentienne, super! Parfait! Alors, je crois qu'on peut commencer. Maintenant que je pense qu'on a pas mal tous les participants qui devaient se joindre à nous aujourd'hui. Donc, allons-y de ce pas pour la prochaine formation, programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés de l'EMC, répondre aux besoins de réinstallation et d'éducation des personnes réfugiées. Donc, peut-être juste avant de commencer, pour vous situer davantage, cette formation s'inscrit dans une plus grande programmation qui est la série de formation Leader EMC 2020. On espère d'ailleurs vous retrouver dans plusieurs de nos formations cet été. Et en fait, cette série de formations-là va venir remplacer notre traditionnelle rencontre de leadership. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec la rencontre de leadership, il s'agit d'une formation de 3 jours généralement qu'on a à Ottawa en AO et qui rassemble plus d'une centaine de jeunes leaders de partout à travers le Canada, une personne par comité local, et puis on a plusieurs opportunités de formation durant les 3 jours pour parler du PA, de l'engagement du public et de l'EMC. Malheureusement, en raison des mesures de santé publique, on a dû annuler. Et puis, on a décidé de faire preuve de créativité avec cette nouvelle série de formations. Donc, comme vous pouvez le constater avec la programmation qui est sous vos yeux, on est encore tout au début. Et puis, il reste encore juillet et août. Donc, je vous invite, entre autres, à garder un œil ouvert pour la programmation qui, à mon avis, est vraiment intéressante et très enrichissante. Et entre autres, on vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire pour l'activité de la semaine prochaine, Bibliothèque vivante du PAR. Si jamais vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est la Bibliothèque vivante du PAR, c'est l'une des formations les plus convoités et les plus appréciés à chaque année durant la rencontre de leadership. C'est une opportunité que vous avez de pouvoir parler avec 2, peut-être 3 étudiants et étudiantes du PR qui sont venus à travers le programme et puis qui vont comme se livrer un peu à vous par rapport à leur expérience, par rapport à leur intégration. Donc, si ce n'est pas encore fait, Catherine va mettre dans la boîte de dialogue comment vous pouvez vous inscrire à cette formation qui se déroulera la semaine prochaine. Bon, revenons au vif du sujet et à la formation d'aujourd'hui. Donc, sur le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, mais aussi par rapport un peu plus au contexte global des tendances mondiales de 2018, entre autres. Donc, on va commencer par s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On va y aller avec une définition des termes. Donc, il y a plusieurs termes qui sont associés à la présentation d'aujourd'hui. Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Donc, on va essayer de démystifier le tout.
Par la suite, on va aussi parler du contexte mondial des réfugiés, tendance mondiale 2018. Petit astérix ici, c'est les tendances mondiales 2018 parce que généralement, on est toujours une année en retard et puis on vient tout juste de savoir que les tendances mondiales 2019 viennent tout juste de sortir. Généralement, ils sortent à chaque année. C'est un document qui est publié par le Haut Commissariat pour les réfugiés et qui est publié pour la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Donc, ça va me faire plaisir de vous mentionner et puis de partager avec vous ce nouveau document qui vient tout juste d'être publié, je crois, dans les dernières heures. Par la suite, on va aussi regarder comment les jeunes réfugiés apprennent, quelles sont les solutions durables par rapport aux réfugiés. Ensuite, on va vraiment rentrer dans ce que vous connaissez le plus, le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés. Et puis, par la suite, on va finir par regard vers l'avenir. Peut-être juste faire une petite pause ici, si jamais il y a des gens qui sont joints à nous un petit peu plus tard, peut-être juste mentionner qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Catherine Veilleux-Saint-Amand, chargée de programme pour le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés à la technique. Et puis, on a aussi la chance d'avoir avec nous une experte des questions de la migration forcée et des enjeux reliés aux réfugiés avec nous pour la présentation. Et puis, elle aura l'occasion, en fait, de se présenter dans quelques minutes. Il s'agit de André Ménard. Cependant, avant d'aller plus loin, c'est quand même aussi important de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde par rapport aux règles de fonctionnement. Et puis aussi de s'assurer que toute la technologie soit de notre côté pour la session. Donc, premièrement, assurez-vous de bien entendre. Si jamais vous voulez parler, vous pouvez définitivement ouvrir votre micro. Cependant, on vous demanderait, si vous ne parlez pas, de vous mettre sur sourdine juste pour s'assurer que le son demeure clair pour tous les autres participants. Et il faut aussi mentionner que la session sera enregistrée et mise à votre disposition par la suite. Vous aurez aussi accès à la présentation de la formation si jamais vous voulez faire de la formation avec vos membres de comités locaux par la suite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi allumer votre caméra. On aime bien ça, pouvoir voir qu'on parle avec des gens. Ça donne quand même l'impression qu'on a l'occasion de vous rencontrer. Et puis finalement, tu as juste le mentionné, ça va être une session qui va être très théorique. On a beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, mais on veut quand même que ça reste interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser la voie de dialogue pour poser vos questions ou encore allumer votre micro pour poser vos questions. On veut vraiment ça interactif. Et, sans plus attendre, André, je voulais juste, avant qu'on commence, désolée si tu l'as déjà mentionné, là, j'étais dans ma technique, mais je voulais juste mentionner que André, Marilyn et moi, on est à Gatineau aujourd'hui. Donc, on voulait juste reconnaître qu'on est sur le territoire non cédé Algonquin-Anishinaabe. Donc, voilà, c'est juste important de vous le mentionner avant de commencer. Merci beaucoup, Catherine. Allô, moi c'est André. Comme Marilyn l'a mentionné, je suis la spécialiste en solutions durables pour réfugiés à l'UMC. Je suis une fille de la région de la capitale-nationale, mais j'ai vécu à l'étranger, en Équateur, spécifiquement pendant les près de 10 ans, où j'ai étudié, j'ai travaillé. Donc, j'ai eu la chance de faire des recherches en lien avec la migration, surtout sur les migrants sénégalais qui transitent par l'Équateur. J'ai aussi travaillé avec le HCR en Équateur pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec les unités de protection et de réinstallation. Donc, je travaillais surtout avec des réfugiés colombiens, mais aussi des personnes qui provenaient du Moyen-Orient et de l'Afrique. Puis, pratiquement, ce que je faisais, c'est les aider à accéder à leurs droits fondamentaux en Équateur, mais aussi s'assurer que leur intégrité physique était, disons, sauvegardée. Puis, j'essayais aussi d'aider les personnes là, en processus de réinstallation. Puis, j'ai joint l'UMC en 2019, donc c'est assez récent. Aujourd'hui, je vais prendre, j'espère qu'une demi-heure, c'est à peu près de votre temps, pour vous donner, c'est ça, un petit aperçu du contexte mondial des réfugiés, puis aussi parler de quelques concepts clés qui, je pense, sont importants pour mieux comprendre puis accompagner la population réfugiée. Pendant la présentation, je vous demanderai de garder en tête une question qui, j'espère, on pourra résoudre là, ou y répondre d'ici la fin de la session. Donc, un peu la question, c'est
quelle faille le programme d'étudiants réfugiés comble-t-il ou tente-t-il de combler quand on parle justement de failles là, en lien avec la population réfugiée, les failles qu'il y aurait dans la société, dans notre système de protection internationale, non? Donc, je vais commencer en faisant un petit survol de termes auxquels on va faire référence. Je pense que pour bien comprendre un peu les enjeux en lien avec la migration et les personnes réfugiées, on a tous besoin de comprendre qu'est-ce que c'est un réfugié, non? Donc, je veux juste qu'on soit vraiment tout le monde sur la même longueur d'onde. Je suis certaine qu'il y a des personnes ici qui ont déjà une très bonne connaissance, mais il y en a probablement d'autres qui entendent un peu parler de ce sujet-là pour la première fois aujourd'hui. Donc, c'est ça. Après, tout le monde, on sera capable de donner une bonne définition de ce qu'est une personne réfugiée. Pour commencer, j'aimerais juste vous parler, c'est ça, on entend toujours le terme migrant dans les médias sociaux, dans les médias de communication. Mais qu'est-ce que c'est vraiment un migrant? Mais en fait, il n'y a pas de définition qui est légalement acceptée à niveau mondial. Mais on s'entend tous pour parler d'une personne qui demeure à l'extérieur de son pays d'origine ou de résidence habituelle, non? Vous voyez le nombre là, sur la présentation, on parle de 272 millions de personnes dans le monde. C'est un chiffre de 2018. Ça a probablement augmenté de quelques millions cette année. Il y a aussi un autre terme qui est important à comprendre, c'est personnes qui sont déplacées par force, de force. Puis, quand on parle d'une personne qui a été déplacée de force, c'est un terme dans lequel le terme de réfugié peut entrer, mais on fait aussi référence à toute personne qui a dû se déplacer, ça peut être à l'intérieur du pays ou en traversant les frontières internationales, mais pour plusieurs motifs. Donc, ça peut être des motifs reliés à un conflit, à de la violence, mais ça peut aussi être des catastrophes naturelles, des catastrophes chimiques, nucléaires, ou ça peut être la famine. Donc, il y a différentes raisons qui peuvent forcer les gens à se déplacer. Un bon exemple de ça, ça pourrait être le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti en 2010. Le tremblement de terre a provoqué le déplacement de 1,5 million d'Haïtiens, ce qui est un nombre assez important. Puis, une autre information qui peut être intéressante pour vous donner vraiment une idée de l'ampleur de ce dont je parle, c'est qu'il y a une personne de déplacée environ chaque 2 secondes en raison d'un conflit. Donc, tout au long de la présentation, ce serait intéressant de voir combien de personnes de déplacés on aurait après une demi-heure de présentation. C'est un nombre de personnes qui est important. Le troisième terme que j'aimerais mentionner, c'est personnes déplacées internes. En fait, c'est un peu la même chose qu'une personne déplacée de force, mais c'est une personne qui n'a pas à franchir de frontières internationales. Donc, elle va trouver refuge au sein de son pays d'origine, mais les raisons pour lesquelles elle a fui vont être similaires à une personne qui a été déplacée de force. Présentement, en fait, en 2018, je ne sais pas à ce point-ci, il faudrait que je regarde si c'est encore le cas, mais la Colombie était le pays avec le plus grand nombre de personnes déplacées internes. On avait près de 8 millions de personnes qui avaient été déplacées au sein du pays. En Colombie, les personnes sont surtout déplacées à cause d'un conflit qui dure depuis plus de 70 ans entre différents groupes armés qui disputent un peu le contrôle là, de certaines parties du territoire. On a maintenant un autre terme. Il me reste 2 petits termes que j'aimerais voir avec vous. Le premier, c'est demandeur d'asile. Demandeur d'asile, c'est une personne qui dit avoir besoin de protection internationale, mais dont la demande n'a pas encore été évaluée complètement. Donc, elle a fait une demande au gouvernement dans le pays d'asile où elle se retrouve, mais elle n'a toujours pas de réponse. Puis quand je vous parle de protection internationale, je fais référence au fait que nous, comme individus, on a tous l'option de chercher la protection de notre État, non? Si on se sent persécuté ou on a besoin d'avoir le support de la police ou de l'armée, ou peu importe, il y a toujours un État qui est là pour nous protéger. Les demandeurs d'asile ne peuvent pas faire cette demande-là à leur pays, donc c'est
un autre pays qui se chargera de protéger ces personnes-là. Donc, c'est là qu'on parle d'une protection internationale. En ce moment, c'est les Vénézuéliens qui gagnent avec le plus grand nombre de nouvelles demandes d'asile en 2018. Il y a maintenant près de 5 millions de personnes qui ont fui le pays. En fait, selon le rapport, le tout récent du chiffre là, du HCR, on parle de 4,5 millions en 2019, mais je pense que 2020, on touche les 5 millions de Vénézuéliens à l'extérieur du pays. Et finalement, le terme tant attendu, réfugié, une personne réfugiée, puis là, je vais vous donner une définition qui est un petit peu plus technique parce que vous allez voir, il y a différents éléments qui sont importants à prendre en considération ici. Donc, un réfugié, c'est une personne qui est persécutée ou qui craint de l'être pour différentes raisons. Ça peut être pour raison de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique. L'appartenance à un groupe social particulier, ça peut, pour vous donner un exemple, appartenir à la communauté LGBTQ+. Et une opinion politique aussi, je veux mentionner parce qu'hier, j'ai eu une question sur ça. C'est pas nécessairement une opinion politique en termes de pour qui je vote ou quel parti politique me représente le mieux. C'est vraiment, ça peut faire référence avoir une opinion qui est différente du groupe qui contrôle ton territoire. Donc, s'il y a un petit groupe armé qui contrôle l'endroit où tu habites, mais si toi, tu as une opinion qui va à l'encontre de ce qu'il propose, ben c'est une opinion politique. Donc, juste pour clarifier la chose. Puis, donc, cette personne-là qui a une crainte fondée, elle va se retrouver à l'extérieur de son pays de nationalité. Puis, de par cette peur qu'elle a, elle ne va pas vouloir se prévaloir de la protection de son pays. Donc, c'est ça, une personne réfugiée. On a 25,9 millions en 2018 et là, en 2019, on a le chiffre de 26 millions. Donc, tous les chiffres que je vous donne, vous pouvez toujours en rajouter quelques zéros ou un peu plus. Puis, malheureusement, c'est les chiffres qu'on a pour l'année suivante parce que c'est ça. La tendance est en augmentation plus qu'en descente. Je vais vous donner un espace pour poser des questions pour savoir si ça va bien jusqu'ici. Mais avant, j'aimerais juste un peu, tu peux pas changer à la prochaine, il n'y a pas de problème. Vous demandez de réfléchir quelques minutes sur qui est une personne réfugiée. Donc, je ne sais pas si vous avez un crayon à portée de main ou même l'ordinateur. Et si vous pouvez prendre en note pour vous, pas pour nécessairement partager avec les participants, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à une personne réfugiée? Quelles sont les caractéristiques que vous donneriez à une personne réfugiée? Comment est-ce que vous la décrivez? Donc, je donne juste 2 petites minutes pour faire l'exercice. Je pense que tout le monde a probablement le temps de réfléchir quelques secondes à la question. Je vous fais faire ça parce que, en fait, ce que je veux, c'est vous faire un peu faire une réflexion avec vous. La réponse courte à ma question, c'est que n'importe qui peut l'être, en fait. Une mère, un grand-parent, un enfant, une personne riche et célèbre, ça peut être notre voisin, ça peut être un athlète, ça peut être un chef cuisinier, ou n'importe qui peut être réfugié, puis il peut provenir un peu de n'importe où. Chaque année, on peut pas prévoir quel sera le prochain endroit dans le monde qui aura une crise, un conflit armé, puis va générer une population réfugiée. Donc, un peu ce que je veux vous dire, c'est que être réfugié, c'est un statut qui est temporaire. C'est un terme qui est temporaire, qui ne reflète pas l'identité des personnes. Puis, je pense que c'est important de toujours faire attention quand on fait usage de ces étiquettes-là, parce que je pense que si on donnerait la chance, si on donnerait la voix aux personnes réfugiées, je ne pense pas qu'ils choisiraient nécessairement de se définir ou de
se décrire comme étant réfugiés. Je pense qu'ils choisiraient peut-être beaucoup d'autres expériences de leur vie pour faire référence à qui ils sont, non? Quand on parle de réfugiés, on parle, en fond, on fait juste parler d'un statut juridique, puis d'une seule expérience qui est celle d'avoir quitté son pays. Puis je ne pense pas qu'il faut laisser un statut juridique déterminer qui on est, non? Donc, je vous laisse, c'est un petit peu cette réflexion-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez utiliser la petite boîte de conversation. Oui. Mais vous pouvez continuer à écrire vos questions s'il y a d'autres questions. On demande, est-ce qu'un demandeur d'asile accepté dans un pays devient un réfugié? Oui. J'ai eu un peu une question similaire hier. Puis, c'est ça, dans le fond, tout réfugié a été un demandeur d'asile. Même si tu es demandeur d'asile pendant 5 minutes, le temps que la personne devant toi détermine que tu es réfugié, le fait de faire une demande, ça te transforme en demandeur d'asile. Il y a des personnes qui vont être demandeurs d'asile pendant des années. Tu vois, moi, quand j'étais en Équateur, il y avait beaucoup de personnes colombiennes qui, ça faisait 1 an qu'ils avaient leur carnet de demandeurs d'asile, puis il n'y avait toujours pas de réponse du gouvernement équatorien. Il y a d'autres personnes qui, peut-être, ont des cas plus faciles à déterminer, qui tombent moins entre les cracks, fait que c'est comme plus facile de déterminer que, oui, tu es une personne réfugiée. Si tu proviens de la Syrie en ce moment, ça ne prendra pas de temps que tu vas être reconnu comme réfugié. Même pas besoin d'étudier ton cas individuel. Tu fais juste partie d'un groupe dans un contexte déterminé qui fait en sorte que les autorités vont te reconnaître comme réfugié. Non? Donc, ça... Mais oui, la réponse courte, c'est oui. Tout réfugié a été un demandeur d'asile. Il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi utiliser votre micro si c'est plus facile. Vous démutez puis vous remutez après. C'est du beau français, ça, Catherine? Oui. Vous mettre sur sourdine. Je pense que tu es tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Parfait, génial. OK, fait que je vais continuer un petit peu. Je vais me rendre je vais parler plus du contexte mondial des réfugiés. Je leur ai dit, je prends des chiffres de 2018, mais vous pouvez, c'est ça, augmenter mes chiffres un petit peu. Donc, je vais aller directement à 26 millions de réfugiés dans le monde. C'est des numéros qui dépassent les chiffres de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, c'est un nombre qui augmente chaque année, comme je viens de le dire. Donc, ça fait 5 ans qu'il y a un taux annuel de 6,6 d'augmentation du nombre de réfugiés. Donc, c'est quand même très important. Puis, ça nous fait un peu réfléchir que, justement, les conflits et la violence, c'est pas quelque chose de si temporaire que ça, finalement. Non, c'est souvent quelque chose qu'on croirait temporaire parce que le statut de réfugié devrait être quelque chose de temporaire. Ça devrait offrir une protection aux personnes le temps que le conflit passe et qu'ils puissent retourner chez eux d'une manière sûre et sécuritaire. La réponse des organismes internationaux a été faite pour que ça soit quelque chose de temporaire. Donc, les camps de réfugiés sont temporaires. L'aide humanitaire est temporaire. Mais les conflits sont tout sauf temporaires. Puis les personnes sont en situation de refuge pendant des durées très prolongées. Donc, comme vous voyez, on a de 10 à 26 ans comme une durée moyenne de déplacement d'un réfugié. Ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui sont nées dans les camps de réfugiés, qui grandissent dans les camps de réfugiés, puis ça devient des sites qui sont multigénérationnels. Puis, ils tombent dans cette catégorie-là. Donc, on parle de situation de refuge prolongée. Là. Puis, c'est ça. Fait qu'on a comme des 26 millions de réfugiés. On en a plus de la moitié. On a 16 millions qui sont dans des situations de refuge qui sont prolongées. Puis, il y en a 6 millions de ce groupe-là qui sont dans cette situation-là depuis plus de 20 ans. Donc, c'est important, ça, de garder en tête que c'est malheureusement pas quelque chose de temporaire. 2 autres caractéristiques qui sont peut-être importantes de mentionner, c'est que la moitié des réfugiés ont moins de 18 ans. En fait, selon le rapport de 2019, il y a 65 des réfugiés qui ont moins de 25 ans. Donc, c'est une population qui est extrêmement jeune. Puis, au fin de notre présentation, c'est pas toute une population qui devrait avoir accès à une éducation de qualité, non?
Puis, il y a plus de la moitié des réfugiés qui sont des filles et des femmes. Puis ça aussi, c'est important de mentionner parce que souvent, ils font face à des obstacles additionnels de par leur genre. Puis quand on met en place des programmes pour pouvoir soutenir la population réfugiée, je pense que c'est très important à prendre en considération. D'où viennent les réfugiés? Comme on peut le voir ici sur la présentation, les principaux pays, là, on a Syrie, l'Afghanistan. Pour les 2019, le Venezuela surpasse les chiffres de l'Afghanistan. Je pense qu'on a 3,6 millions de Vénézuéliens là, qui sont comme considérés réfugiés ou peut-être déplacés. Je ne me souviens pas comment ils les catégorisent dans le rapport. Mais on a, c'est ça, Syrie, Afghanistan, Soudan du Sud, Myanmar et la Somalie. Je m'excuse, j'ai gardé les présentations, les petits icônes en anglais. Malheureusement, le HCR n'a pas fait les mêmes petits icônes pour la version française. Puis, je trouve qu'ils sont très visuels et très pratiques. Donc, je vous fais un peu la traduction au fur et à mesure là, pour ceux qui ne peuvent pas le lire. On a de la population réfugiée, on a 84% qui habitent dans les pays du Sud, souvent dans les pays voisins. On a 4 sur 5 des réfugiés qui vivent justement dans un pays avoisinant leur pays d'origine. C'est des pays en développement, comme je peux vous en nommer quelques-uns. On a le Bangladesh, RDC, Éthiopie, Rwanda, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda. Tout ça, c'est des pays qui reçoivent une très grande portion de la population réfugiée. C'est des pays qui sont considérés en développement. Puis souvent, malheureusement, ça veut aussi dire que la population réfugiée se retrouve avec un manque de soutien ou un manque de ressources adéquates là, pour être bien, non? Donc, c'est ça, c'est la réalité du moment. Une autre information qui pourrait être intéressante à vous partager, c'est un peu de faire la distinction entre la vie en camp de réfugiés et le contexte urbain. Donc, en 2018, on avait 60% des réfugiés qui vivaient dans des zones urbaines. Mais dans le passé, disons, c'était un peu le contraire, non? Les organisations d'aide internationale hébergeaient les réfugiés principalement dans des camps ruraux où ils recevaient une assistance de base. Puis, c'était les réfugiés urbains qui étaient comme considérés comme un problème parce que c'était plus difficile à gérer. Mais là, avec les décennies qui ont passé, les gouvernements ont comme changé un peu d'idée puis se sont éloignés du modèle de camp puis ont opté pour intégrer, intégrer c'est peut-être aussi un grand mot, là, mais permettre aux réfugiés de s'installer dans les grandes villes puis de générer des revenus, d'exercer leurs droits, comme d'avoir accès aux systèmes nationaux d'éducation, de services de santé, etc. Puis maintenant, je vous dirais que la majorité des organismes internationaux même diraient que les camps devraient être une exception, que ce ne devrait plus être le modèle à adopter. Mais il y a quand même, disons, des tensions dans le sens que un camp de réfugiés est une infrastructure qui est peut-être aimée des gouvernements nationaux parce que c'est facile à contrôler. Puis on peut distribuer une assistance dirigée plus facilement. Avoir un flux de réfugiés, une entrée massive de personnes dans tes villes, ça génère des défis aussi. Donc, c'est plus difficile à gérer, je pense, pour plusieurs gouvernements. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Puis, un des défis, c'est justement le fait que les personnes réfugiées qui vivent en centre urbain sont souvent invisibles. Donc, sont difficiles à tracer. Puis, même pour leur offrir une assistance pour les organisations, c'est aussi difficile des fois d'y accéder. Puis, ça fait qu'ils vivent souvent dans des conditions qui sont assez précaires. Puis, là, je m'approche de plus en plus un peu du sujet du jour, donc du programme d'étudiants réfugiés, puis je vais vous parler un petit peu de l'éducation auquel les jeunes réfugiés ont accès, comment ils apprennent. Donc, on a 7 millions d'enfants qui sont en âge scolaire en 2018. Puis, de ce groupe-là, on en a 3,7 millions qui ne sont pas scolarisés. Donc,
comment ils apprennent? Bien, il y en a beaucoup qui n'apprennent pas, malheureusement. Ça, c'est une réalité. Puis pour ceux qui réussissent à s'intégrer, à s'inscrire dans un système scolaire, souvent, ils le font à travers des systèmes locaux, des systèmes d'éducation nationale quand ils sont dans un contexte urbain. Dans les camps, ça peut être des ONG locales qui vont donner la chance aux enfants là, d'accéder à l'école, que ce soit primaire ou secondaire. Et là, je vous invite un peu à regarder les chiffres qu'on a sur la présentation. Vous pouvez voir là, la différence de pourcentage entre ce qui serait l'inscription dans le système primaire. Donc, on a 91% à niveau mondial pour tous les enfants, disons, puis on a 63% pour la population réfugiée. Au secondaire, la différence est encore plus marquée. On a 84 au niveau mondial, puis on a 24% pour la population réfugiée. Donc, ça démontre qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que les réfugiés puissent accéder à une éducation de qualité, non? Les principaux obstacles auxquels les réfugiés font face pour accéder à l'éducation, ça peut être aussi simple que ne pas parler la même langue, ne pas parler la langue dans laquelle l'éducation se fait dans le pays d'asile où tu arrives. Ça peut être aussi la distance entre ta maison puis l'école. Ça peut être le manque de professeurs qualifiés, le manque de matériel. Pour le secondaire, c'est un peu la même chose, mais en plus, on ajoute une barrière additionnelle, surtout pour les filles, où là, ils deviennent dans un groupe d'âge où il peut y avoir le mariage forcé, les menstruations arrivent, donc ça peut les empêcher d'assister à l'école. Il peut y avoir des situations de violence intrafamiliale ou de violence basée sur le genre, qui peut aussi faire en sorte que les filles, surtout, aient moins accès à l'éducation. Ça peut être aussi tout simplement parce que, comme filles, elles doivent prendre en charge les tâches ménagères de la maison, puis l'école n'est plus une priorité, non? Donc, c'est ça. C'est des barrières additionnelles qui expliquent le plus grand écart là, au niveau secondaire. Puis ici, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais je voudrais juste mentionner que malgré le panorama assez pessimiste que je suis en train de vous peindre, on a eu des améliorations. On a plus de réfugiés qui accèdent à l'éducation que les années antérieures. Puis, si on parle maintenant de l'accès à l'éducation supérieure, comme vous le voyez en ce moment, le 3 vous le voyez qui est très bas, 3 seulement de la population accède à l'éducation supérieure, 3 des réfugiés comparativement à 37 de la population générale. C'est vraiment très peu, mais c'était à 1 avant et ça l'a été pour plusieurs années. Fait que c'est un gros 2 de plus. Puis ça représente des dizaines de milliers de personnes, quand tu parles en chiffres réels. Là, donc, c'est pas rien. C'est important de le mentionner. Pour l'étude secondaire, les options qui s'offrent habituellement aux personnes réfugiées, ça peut être soit d'étudier dans une université locale, ça peut être aussi d'obtenir une bourse pour aller étudier à l'étranger, ou ça peut être, de nos jours, accéder à des programmes qui sont en ligne. Puis là, avec le coronavirus, on voit qu'il y a encore plus d'options pour faire ce genre d'études, mais ça a aussi ses complications, hein, sur lesquelles je vais revenir là, dans quelques secondes. Quand on parle justement de barrières pour les étudiants qui veulent accéder à l'éducation supérieure, la barrière la plus importante, c'est qu'il n'y a pas un nombre suffisant de diplômés qui sont admissibles aux écoles supérieures. Donc, on n'a malheureusement pas assez de réfugiés qui se graduent du secondaire pour accéder à l'éducation supérieure. On a aussi un très faible nombre d'établissements qui vont offrir des places pour les réfugiés. On a une distance souvent avec le campus qui est trop élevée ou des restrictions de mouvement, surtout dans des situations de camps de réfugiés qui empêchent les jeunes de sortir. Il y a les frais de scolarité puis autres frais qui doivent être encourus qui ne peuvent pas être couverts là, par les jeunes réfugiés. Il peut y avoir une absence de documentation. Donc, les certificats qui sont émis, si tu n'as pas tes certificats, ton bureau d'admission ne va pas te permettre de t'inscrire.
Donc, il y a aussi une manque de flexibilité de ce côté-là. Les bureaux d'admission ne reconnaissent pas les défis auxquels les personnes réfugiées font face. Ça peut être aussi, comme je parlais des programmes d'apprentissage en ligne, là, un manque d'accès à l'Internet ou à un ordinateur qui permet de pouvoir étudier. Ça peut être aussi, justement, de devoir contribuer à la vie financière de la famille. Donc, tu t'en vas sur le marché du travail plutôt que de continuer tes études parce que ta famille en a besoin. Puis ça va être la priorité, évidemment. Puis c'est ça. Donc, c'est à peu près ça en gros. Puis encore une fois, je mets l'accent dessus, là, mais il y a des obstacles supplémentaires pour ce qui est des femmes réfugiées. Donc, elles font face à, c'est ça, des barrières additionnelles de par leur genre quand vient temps de penser à accéder à l'éducation supérieure. Puis c'est aussi le cas pour toutes les personnes réfugiées qui ont des besoins plus spécifiques. Si il y a des personnes qui ont c'est ça, un handicap physique, peu importe, je veux dire, il y a plein de raisons qui, plus tu as de spécificité, plus ça va être difficile pour toi d'accéder. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais passer à une petite parenthèse, disons, qui ne fait pas habituellement partie de la présentation, mais dû le contexte mondial actuel, je pense que ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Puis je vais vous poser une question, en fait, avant de moi-même vous en parler. Je veux savoir un peu, si on parle du COVID, puis de tout ce que ça a généré pour notre société, quel effet ou quelles conséquences est-ce que vous pensez qu'il peut avoir ce virus-là, puis tout ce que le virus a représenté pour nous comme société, tous les arrêts qu'on a dû faire et les changements, quelles conséquences ça peut avoir ça sur la population réfugiée? Donc, je ne sais pas si vous voulez utiliser la boîte de conversation pour me donner des idées de quel effet est-ce que ça a pu avoir spécifiquement pour les réfugiés. Est-ce que j'ai des gens inspirés? Pendant que les gens écrivent leurs réponses, il y avait une petite question, peut-être que tu peux répondre à ça. Oui. Donc, on demandait si dans le nombre de réfugiés, là, autour de 26 millions de réfugiés, est-ce que les apatrides sont compris dans ce nombre-là? Je pense pas. Ils sont considérés dans le rapport du HCR qu'on parle de déplacement forcé, mais être apatride ne te le dit pas nécessairement au chiffre là, de réfugiés. Quand on parle des réfugiés, je pense qu'on parle vraiment de ceux qui ont été reconnus comme réfugiés. Est-ce que, dans le fond, il peut y avoir des apatrides qui sont inclus? Oui, c'est pas tous les apatrides qui sont compris dans le chiffre de réfugiés. Exactement. C'est pas parce que tu es apatride que tu es automatiquement réfugié. Donc, je pense que ça serait, disons, la façon dont le HCR fait ses calculs. Parce que si on regarde le rapport, justement, de 2019, je pense qu'il y avait 300 000 personnes apatrides qui avaient été données là, un statut, une citoyenneté, dans le fond. Là. Donc, je pense que ça, c'est une catégorie qui est peut-être calculée à part. Donc est-ce que tu vois le chat? Tu veux les lire? Tu veux que je lise les réponses? Je peux les lire. Je les vois, parfait. Donc, ils reçoivent moins d'aide. Leurs conditions deviennent de plus en plus difficiles, surtout au niveau sanitaire, oui, en effet. Il y a la fermeture des frontières, donc c'est la difficulté à se rendre à leur pays d'asile, oui, en effet. Ça paralyse toutes les démarches de leur demande ou peu importe dans le processus administratif dans lequel ils se retrouvent. Là, ça, c'est moi qui le rajoute. Mais oui, effectivement. Approvisionnement en nourriture et autres qui est ralenti. Oui, c'est tout ça. Marilyn, je ne sais pas si tu veux passer à la prochaine. Oui, et voilà. Donc, on a différents effets, donc différentes conséquences. La première, ce serait en termes de santé. Donc, il y a les organisations et les experts en santé n'arrêtent pas de nous mettre en garde à quel point ce serait dévastateur, ce serait dommageable que la COVID atteigne un camp de réfugiés ou un centre urbain là, où est-ce qu'il y a une concentration, ou qui est surpeuplé, disons, avec une concentration de personnes réfugiées, à quel point
le virus pourrait se répandre très facilement, non? Puis évidemment, c'est des communautés qui ne peuvent pas pratiquer la distanciation sociale, puis ont souvent accès à des installations sanitaires qui sont plus ou moins adéquates et des soins de santé qui sont un peu dans le même état. Donc, c'est sûr que c'est ça. Ça, c'est un risque qu'il y a du côté santé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de gros... de contagion, disons, hors du commun dans un de ces endroits-là. Espérons que ça va continuer à être comme ça. Au niveau socio-économique, bien évidemment, les emplois sont touchés, les moyens de subsistance sont touchés, puis c'est encore plus vrai quand on parle du secteur informel. Puis il y a beaucoup de personnes réfugiées dans le monde qui travaillent dans le secteur informel, donc ils sortent tous les jours vendre, je ne sais pas moi, leur sac de patates frites sur le bord des rues aux passagers, aux voitures qui passent par là. Donc, c'est des personnes qui vivent au jour le jour, puis s'ils ne peuvent pas sortir, bien, ils ne peuvent pas gagner d'argent, non? C'est surtout les mesures de confinement plus que le virus qui a eu un effet dans ce cas-là. Il y a aussi une augmentation des attitudes xénophobes face aux étrangers en général. Donc, les réfugiés sont évidemment inclus dans ça. Il y a même certains endroits où on a essayé de lier la présence d'étrangers à la transmission du virus, non? Donc, ça serait les responsables de la transmission du virus. Évidemment, ce n'est pas le cas, puis c'est de la désinformation, mais c'est ça. Il y a l'hostilité qui est plus visible dans le contexte du COVID. L'accès à l'éducation, évidemment, elle est limité. Donc, avec la fermeture des écoles, bien, ça fait en sorte que les enfants ne peuvent plus accéder à l'éducation dans plusieurs cas. Il y a certains endroits qui ont trouvé des mécanismes, disons, alternatifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis plus tu es vulnérable, moins tu as accès justement à ces moyens alternatifs-là, comme l'apprentissage en ligne. Puis, pour les enfants qui se retrouvent dans des familles ou des environnements qui sont plus toxiques, où il peut justement avoir de la violence intrafamiliale ou qu'ils n'ont pas accès à une alimentation adéquate, mais de ne pas avoir accès à ton école où tu as peut-être le petit déjeuner ou du moins tu as un échappatoire pendant plusieurs heures de la journée pour ne pas être dans une situation toxique, là, ben c'est encore plus difficile. Non? Puis encore là, c'est les filles qui sont le plus à risque dans certains des cas. Il y a aussi l'insécurité alimentaire qui est, disons, une des conséquences indirectes. Donc, COVID égale confinement, confinement égale pas travail égale pas manger dans certains cas. Donc, c'est ça l'équation. Puis, une autre conséquence, c'est justement quelqu'un qui faisait référence, mais c'est la suspension de tous les départs. Donc, on parlait de démarches, mais c'est ça, toutes les réinstallations, regroupements familial, les programmes de rapatriement volontaire, c'est tous des programmes qui ont été mis en suspens. Puis ça fait en sorte que ça affecte les solutions qui sont disponibles pour la population réfugiée, évidemment. Puis une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est l'isolement social. Avec le confinement, on s'est tous retrouvés un peu toutes seules dans nos maisons. Certains, on a de la famille, d'autres non, mais à ce que je veux en venir, c'est que déjà comme réfugié, souvent ton réseau social dans un pays, surtout si tu viens d'y arriver, va être beaucoup moins large. Donc, tu as moins de personnes qui puissent te supporter dans une épreuve comme celle-là. Puis si tu es un réfugié qui est un survivant de torture ou de violence, si tu as un traumatisme psychologique ou si tu as des problèmes de santé mentale, l'isolement social va avoir des conséquences encore plus grandes. Ça peut même, c'est ça, disons, générer des problèmes un peu plus complexes, disons, non? Donc, c'est ça. Ça, c'était ma mini-parenthèse sur la COVID-19 dans cette époque apocalyptique. Maintenant, ma dernière section, disons, de laquelle j'aimerais vous parler, c'est les solutions durables pour les personnes réfugiées. Puis avec ça, vraiment, je m'approche de plus en plus au PER parce que c'est directement lié, disons. Donc, une solution durable. C'est quoi une solution durable? Son principal objectif d'une solution durable, c'est un peu comme le dit le terme, non? C'est de réintégrer les personnes réfugiées dans la société. Donc,
leur donner une option de vie qui soit digne, qui soit sécuritaire. Puis, pour ce faire, bien, le HCR a identifié 3 solutions possibles. On parle du rapatriement volontaire, on parle de l'intégration locale et de la réinstallation. Le rapatriement volontaire, bien, je pense que le terme, bien, tous les termes, en fait, sont assez clairs, mais le rapatriement volontaire, c'est ça, c'est un retour qui serait libre et volontaire dans ton pays d'origine, un retour qui est fait en sécurité, qui est fait en dignité. Puis là, il y a encore là, beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Est-ce que les circonstances qui t'ont fait fuir de ton pays d'origine sont encore existantes ou est-ce que ça s'est calmé? Est-ce que ça te permet de retourner? Puis est-ce que ta réintégration peut être durable? Est-ce que tu peux accéder à un emploi, à l'éducation, aux services de santé, à un lopin de terre ou à une maison, à des biens immobiliers? C'est quoi tes options, non? Faut pas oublier ça, on parlait de personnes qui avaient été déplacées pendant 10 ans, pendant 25 ans. Retourner chez toi, c'est comme retourner dans un nouveau pays. Tu risques de ne pas avoir un réseau social qui soit très grand, ni des contacts, ni une idée claire de quel est le contexte politique, économique dans lequel tu te retrouves. Donc, il faut que tu aies du support pour naviguer dans tout ça. Un exemple qui peut être donné de rapatriement volontaire qui disons, dans les dernières années, c'est les Rwandais, justement, qui, eux, avaient été déplacés pendant la guerre civile de 90-94. Beaucoup sont allés au RDC, dans la République démocratique du Congo. Puis, il y en a plusieurs qui, maintenant, ont décidé de retourner au Rwanda et de refaire leur vie chez eux. La deuxième, qui serait l'intégration locale, bien, pratiquement, ce que c'est de t'intégrer dans ton pays d'asile. Ça veut dire avoir un statut légal, un statut juridique qui te permet de t'intégrer, avoir des droits dans ce pays-là, puis pouvoir t'intégrer dans l'économie du pays et aussi dans la communauté, non? Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les gouvernements des pays hôtes ne sont pas toujours très supporters de cette option-là. Du moins, ils ne mettent pas les politiques en place pour t'aider comme réfugié à t'intégrer localement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une intégration informelle qui est super répandue puis qui se passe, disons, continuellement. Puis, c'est ça. Donc, et ma troisième, ce serait la réinstallation. Donc, la réinstallation, c'est le transfert de personnes, disons, de réfugiés d'un pays d'asile à un pays tiers. Donc, on part du pays d'origine, on s'en va au pays d'asile et du pays d'asile, on s'en va à un troisième pays. Et ce troisième pays-là t'admet sur son territoire en te donnant un statut légal qui te permet de résider de manière permanente sur le territoire et donc d'accéder à tes droits. Dans ce sens-là, le Canada est, disons, un leader là, au niveau mondial en termes de réinstallation. Puis, selon le rapport de 2019, là, de ce que j'ai eu la chance de lire, on est le premier pays des 26 pays qui acceptent des réfugiés sous la réinstallation. C'est-à-dire que c'est nous qui offrent la plus grande quantité d'opportunités de réinstallation en 2019, du moins. C'est ça, aux réfugiés de venir s'installer chez nous. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, bon, probablement que vous allez tous vous rappeler un peu des efforts là, que le Canada a mis pour répondre un peu à la crise des réfugiés syriens, où le Canada a mis en place une initiative de réinstallation pour les réfugiés en provenance de la Syrie. Puis ça a été un programme spécial, mais le pays a réinstallé comme plus de 40 000 réfugiés syriens juste sous ce programme-là. Il doit en avoir beaucoup plus dans le pays, mais sous ce programme-là, c'est ça, c'est quand même un numéro qui est considérable. Donc, chacune des 3 solutions durables ici devrait se faire sur une base volontaire, non? Puis s'ils ne se font pas sur une base volontaire, bien, ça ne devrait pas être considéré des solutions durables. La réalité est un peu différente. Il y a plusieurs réfugiés qui, justement, par manque d'alternatives, vont s'intégrer dans un pays, mais c'est pas nécessairement, ça ne serait pas considéré comme une solution durable, disons, dans ce que c'est théoriquement. La même chose pour la répatriation volontaire.
des gens retournent chez eux, mais des fois, c'est parce que la situation dans le pays d'asile est juste insoutenable. Puis, ils sont prêts à risquer leur vie une deuxième fois en retournant dans un pays qui n'est peut-être pas dans les meilleures conditions, mais c'est chez eux au moins. C'est ça. Mais ça ne compte pas comme une solution durable. Il y a aussi des fois des combinaisons. Donc, ça peut être intégré localement dans un pays, puis après, tu décides de retourner chez toi. Donc, de faire affaire avec disons, un programme de rapatriement. Donc, c'est ça pour les solutions. J'ai une dernière petite, disons, mini présentation sur des voies complémentaires. Mais avant ça, j'aimerais faire un sondage. Je ne sais pas, Catherine, si tu veux m'aider. On va voir si nos chers participants peuvent répondre à la question. Je ne sais pas si vous la voyez tous. Donc, savez-vous dans laquelle de ces 3 options se situe le programme d'étudiants réfugiés? Oh, une première réponse. Réinstallation. Oh, il y a du 50-50. Ah oui, hein? Bonjour. Bonjour. Bon. On a du 50-50, les amis. Je vais laisser la réponse pour Marilyn plus tard. Je vais laisser le suspense durer un petit peu. Fait que je vais moi, finir ma présentation, puis après, Marilyn pourra vous donner la réponse quand elle va vous présenter le programme. On fait durer le suspense un peu. Oui, on fait durer le suspense un peu. Donc, un peu, je vais finir ma présentation en vous parlant de ce qu'on appelle les voies complémentaires. Au cours des dernières décennies, on a vu que les solutions durables qui sont offertes à ce point-ci, les 3 grandes solutions, sont insuffisantes. Puis que les besoins de protection, les besoins de solutions sont beaucoup plus grands que les solutions qui sont disponibles. Donc, la communauté internationale a commencé un peu à réfléchir à qu'est-ce qui peut être fait. Puis, c'est là qu'on a commencé à parler de parcours complémentaires, ce qui serait en fait l'usage de voies d'admission qui sont déjà existantes. Comme vous voyez là, dans le petit carré, ça pourrait être des visas d'étudiants, ça peut être des permis de travail, ça peut être des visas humanitaires, ça peut être une panoplie, disons, de voies existantes dépendamment du pays duquel on parle, parce que évidemment, ça va être différent. Mais l'idée est que ces voies d'admission-là sont un peu réajustées pour faciliter l'accès aux réfugiés. Donc, la différence avec la réinstallation, c'est dans le fond le statut que tu obtiens. Oui, tu t'en vas dans un pays tiers, mais sous la réinstallation, tu y vas comme résident permanent. Et sous les parcours complémentaires, bien, tu vas avoir un statut qui est à plus court terme, mais l'idée, c'est qu'on puisse t'offrir, disons, un minimum de garantie qu'une fois dans le pays tiers, bien, tu ne seras pas refoulé. Il va y avoir une garantie de non-refoulement, puis qu'il y a une voie pour obtenir un statut à plus long terme qui est envisageable. Non? Puis c'est ça, l'idée, c'est que ça soit un effort, disons, qui s'ajoute aux solutions déjà en place pour qu'il y ait encore plus d'options pour les personnes réfugiées à trouver une solution à long terme. Puis il y a 2 exemples que je peux vous donner. Là. Il y en a un qui est comme une opportunité éducationnelle, donc au Mexique, on a une organisation locale qui a mis en place le projet ABECHA. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent des étudiants réfugiés syriens sous l'effigie de visa d'étudiants. Puis, une fois sur place, ils reçoivent une bourse pour étudier dans les universités mexicaines et l'organisme les aide justement là, à trouver une solution pour pouvoir, après avoir accès à un statut juridique qui leur permet de rester dans le pays. Il y a aussi le parrainage communautaire où là, c'est des individus qui peuvent participer directement aux efforts de réinstallation. Donc, c'est eux qui fournissent le soutien financier, émotionnel,
psychologique. Non, je ne suis pas des psychologues, mais c'est vraiment le soutien c'est eux qui vont recevoir les personnes réfugiées, les aider à s'intégrer dans le nouveau pays. Puis, le gouvernement canadien, dans ce sens-là, est encore, disons, parmi les leaders au niveau mondial. Puis, on a même un programme là, de parrainage privé de réfugiés qui est en place depuis 1979. Puis, en 2017, on avait déjà plus de 300 000 réfugiés qui avaient été admis au pays sous ce programme-là. Donc, c'est un beau programme. Et sur ça, je redonne la parole à Marilyn. Et s'il y a des questions, ou Catherine, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont passées auxquelles il faut répondre, mais c'est ça, je suis encore là pour ça. Je pense qu'avant d'aller explorer un peu plus l'impact au Canada via le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, je pense qu'on peut prendre la peine tous de chez soi de faire une bonne ronde d'applaudissements pour André pour sa présentation. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Et puis, peut-être juste pour ressouligner la question qu'André avait mentionnée au début de la présentation, à savoir quels sont les besoins que le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés répond par rapport aux besoins qui ont été soulignés durant la présentation par rapport à la migration forcée ou aux réfugiés. C'est un peu ce qu'on va explorer dans les prochaines minutes. Tout d'abord, c'est le moment maintenant d'arrêter le suspense par rapport à quelle était la réponse à la question du pôle, au sondage qu'on vient tout juste de faire. Donc, le programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, il s'agit de programme de réinstallation et d'intégration de jeunes réfugiés par les pairs, donc pour et par les jeunes. Tout à l'heure, André vient tout juste de mentionner que le programme de parrainage privé au Canada a commencé en 1979-78. En fait, nous, on a commencé pas mal dans les mêmes années. Donc, ça veut dire que ça va faire plus de 42 ans qu'on parraine les étudiants avec plus de 100 comités locaux un peu partout à travers le Canada. En ce moment, on a plus de 95 institutions postsecondaires qui sont impliquées avec nous et qui ont contribué au parrainage de plus de 2000 étudiants depuis la création. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques années, environ 2-3 ans, en 2017-2018, on a fait une étude d'impact pour comprendre davantage les impacts du programme sur les membres des comités locaux et puis sur les étudiants PR. Et puis, on a découvert qu'il y a environ 90% des étudiants PR qui terminaient leurs études postsecondaires. Donc, on peut vraiment prendre la peine aujourd'hui de souligner la réussite du programme. Et puis peut-être aussi juste souligner qu'on est rendu environ à 130 jeunes réfugiés, 130, 140 jeunes étudiants réfugiés qui arrivent au Canada via le programme d'étudiants réfugiés à chaque année. Et puis, ce qui est quand même considérable, pensant qu'il y a environ 4-5 ans, on parlait de 86-90 par année. Donc, vraiment, on fait un très bon travail. Donc, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Qu'est-ce que ça prend pour être un étudiant ou une étudiante PR? Avant de regarder les critères, peut-être juste prendre en considération, tout d'abord, il faut se qualifier pour la réinstallation et puis il faut aussi se qualifier pour être admissible aux institutions postsecondaires canadiennes avec lesquelles on fait affaire. Donc, c'est un peu ce que vont refléter les critères que vous voyez ici. Donc, premièrement, 18 à 25 ans pour essayer justement de garder la nature pour et par les jeunes. Il faut avoir le statut réfugié du HCR. Il faut être célibataire sans enfant parce que quand on parle du programme d'étudiants réfugiés, ce n'est pas un programme de réunification familiale, bien qu'il peut y avoir parfois des réunifications qui se font involontairement, donc soit des frères et sœurs dans la même cohorte ou des frères et sœurs qui se rencontrent par la suite après leur arrivée au Canada. C'est très important d'avoir une copie de relevé de notes de leur diplôme secondaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. En ce qui concerne universitaire ou collégial, ça va être du cas par cas, mais c'est sûr que ça facilite toujours pour le processus d'admission. Il faut qu'ils aient une certaine aisance pour le français et l'anglais. Donc, c'est quand même une petite nuance à faire par rapport à d'autres programmes ou à d'autres
à d'autres façons, d'autres manières de réinstallation parce que généralement, les étudiants PAR vont avoir vont être capables de communiquer soit en français ou en anglais, même s'ils vont être parfois, ils vont avoir accès à des cours de langue. Donc, ça, c'est très important. Soit qu'ils ont éduqué et qu'ils ont reçu leur éducation, donc leur curriculum était soit en français ou en anglais, ou c'était une langue qui était parlée de façon courante dans leur pays d'origine ou d'asile. Les pays aussi, il faut habiter dans l'un des pays d'asile où est-ce que l'EUMC travaille. D'ailleurs, on va plonger là-dedans dans quelques minutes. En ce moment, Kenya, Malawi, Jordanie, Liban, Ouganda et Tanzanie. Pourquoi est-ce qu'on travaille dans ces milieux-là en particulier? Donc, à travers les années, à travers les 42 dernières années, on a changé beaucoup pour réagir au contexte global. Et puis, on s'est arrêté sur quelques pays en particulier. Je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a des réfugiés vraiment dans beaucoup plus de pays que les 6 pays que j'ai nommés. Donc, pourquoi est-ce qu'on travaille là en particulier? Premièrement, juste pour faire un pont avec ce que André a dit plus tôt, c'est en raison notamment de la situation de réfugiés prolongés. Donc, on parle d'une situation qui perdure dans le temps, notamment à Dzaleka, au Malawi et au Dadaab, Kenya, et Kakuma aussi, au Kenya, où ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on travaille dans ces pays-là. On va en parler dans quelques minutes. Il n'y a pas d'autres solutions durables pour ces réfugiés-là dans les contextes dans lesquels on travaille. Il y a le facteur de la langue qui est aussi très important. Donc, comme je vous l'ai mentionné, on n'a pas nécessairement affaire avec des nouveaux arrivants qui arrivent avec un niveau presque inexistant de français ou d'anglais. Donc, ils sont capables d'interagir dans la langue dans laquelle ils vont étudier. Il y a aussi la présence de partenaires durables qui est très, 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 très important. Et puis, justement, on va vous faire une petite liste dans quelques minutes par rapport à quels sont les partenaires majeurs avec lesquels on fait affaire pour s'assurer que l'EPR soit une réussite. Et finalement, il faut aussi prendre en considération le contexte politique du pays et les obstacles à la réinstallation. Donc, quand on pense au PAR et puis aux places où nous allons faire le recrutement, il faut penser à la possibilité du personnel de l'EMC, par exemple, à se rendre, la possibilité du pays de coopérer au niveau du processus d'immigration. Donc, le contexte politique aussi pour que ça soit sécuritaire autant pour les personnes sur le terrain, de voyager. Donc, c'est vraiment très important de prendre en perspective toutes les dimensions pour s'assurer que le parrainage puisse être possible. Donc, quelques partenaires. Donc, tout d'abord, ce ne sera pas possible d'aller de l'avant avec le programme d'étudiants et d'étudiantes réfugiés sans les organisations locales. On peut d'ailleurs penser à Jesuit Refugee Services au Malawi qui offre des cours dans les camps. On peut aussi penser aux organisations internationales, notamment le HCA, le Haut Commissariat pour les réfugiés, et puis l'Organisation internationale pour l'immigration, qui leur aide est absolument importante pour s'assurer que les étudiants puissent se déplacer vers le Canada. Les hauts commissariats du Canada dans les pays où on travaille, ainsi que la collaboration des pays d'asile. Il me semble que... Je le savais. C'est parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vos beaux visages exactement là où est-ce qu'il y avait les pays. Donc, je ne les ai pas vus, mais je vais juste en revenir parce que je pense que c'est important d'en parler. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Zoom, c'est une nouvelle chose pour moi que je suis en train de développer, de comprendre davantage. Donc, je veux juste retourner un petit peu sur sur les pays d'asile où est-ce qu'on travaille parce que je pense que c'est vraiment important. Donc, tout d'abord, les pays que je disais dans les situations prolongées où on travaille depuis plusieurs années, le Malawi, entre autres, camp qui est ouvert dans le début des années 90. Donc, on travaille là depuis l'ouverture du camp avec les camps d'Aleka, une population notamment qui vient des Grands Lacs. On travaille également en Tanzanie depuis peu. Donc, je pense que c'est la deuxième ou troisième cohorte qui vient d'arriver dernièrement.
C'est généralement des candidats entièrement francophones qui proviennent de la Tanzanie. On travaille aussi au Kenya depuis environ une trentaine d'années, depuis l'ouverture des camps. À Dadaab, on travaille notamment avec des populations somaliennes, 98% somaliennes. Et puis à Kakuma, à l'origine, c'était davantage des populations du Soudan, Sud-Soudan, mais depuis peu, on voit de plus en plus des personnes provenant des Grands Lacs africains qui se retrouvent à Kakuma. Quand on parle des Grands Lacs africains, on parle davantage de Congo, Rwanda, Burundi, par exemple. Et puis, depuis l'année passée, on a commencé à travailler en Ouganda avec plusieurs installations et des populations réfugiées provenant d'un peu partout en Afrique. C'est vraiment très intéressant. Et puis, finalement, aussi dans les autres pays où on travaille, le Liban et la Jordanie. Ce qui est peut-être intéressant de souligner, c'est qu'on a dû changer un peu notre mode d'opération avec le Moyen-Orient parce que par le passé, on a travaillé en Syrie. Parce que c'était le pays qui accueillait le plus de réfugiés dans la région auparavant. Et puis, depuis le début du conflit syrien, on a dû déménager nos opérations vers le Liban et la Jordanie. Donc, je voulais juste finir ma parenthèse. Je pensais que c'était vraiment important de vous le mentionner. Donc là, je vais pouvoir remettre les petites caméras où est-ce qu'ils étaient. Excusez-moi encore pour de me familiariser davantage avec Zoom. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, il n'y a pas rien dans le chat. Parfait, parce que vous êtes tous et toutes des experts du programme du programme d'étudiantes et d'étudiants réfugiés, c'est pour ça. Donc, peut-être ici, on focusait davantage sur l'arrivée des étudiants PR au Canada. Donc, tantôt, on a une question, Catherine? Non, pas de question. Tout est clair. Merci beaucoup. Bonne présentation. Parfait, parfait. Donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu du parrainage privé qui a commencé en 78-79. Mais bon, on voulait juste vous dresser un portrait quand même assez bref de comment ça fonctionne, les mécanismes d'immigration au Canada. Et puis, je vais vraiment essayer d'y aller rapidement. Donc, je pourrais en parler pendant 5 heures sans problème, mais bon, là, je vais essayer d'être très, très, très concise. Généralement, quand on parle des demandeurs d'asile, on parle de personnes qui vont franchir la frontière terrestre. Donc, on ne parle pas de ça aujourd'hui. On va vraiment parler de la section qui va être en bleu foncé, donc les réfugiés qui vont être sélectionnés à partir de l'étranger. Donc, si vous regardez un petit peu le tableau rapidement, on ne parlera pas non plus des réfugiés qui sont pris en charge par le gouvernement. Donc, ce n'est pas ce que l'EUMC fait. Et vous avez peut-être entendu parler aussi d'autres types de parrainage, comme par exemple des églises ou encore votre tante, votre oncle qui désire faire le parrainage de réfugiés. C'est à travers le même mécanisme, mais c'est un peu différent aussi. La différence pour le programme d'étudiants réfugiés, c'est ce qu'on appelle le c'est ce qu'on appelle être un signataire d'entente de parrainage. Ça veut dire qu'on a un accord avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour faire bénéficier à nos comités locaux de ces ententes de parrainage-là. Et ce sont des ententes qui sont systématiques. Donc, à travers le mécanisme de parrainage privé, l'EMC détient des ententes et les comités locaux peuvent bénéficier de ces ententes-là. Donc, c'est un peu le mécanisme qu'on utilise pour ce faire. Et puis, dans le fond, quand on parle de groupes constituants, enfin, dans notre jargon à nous, à l'EMC, on va dire des comités locaux. Et lorsque vous faites le parrainage d'étudiants, vous le faites à travers nos ententes de parrainage. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vais comme passer outre, mais si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas, vous pouvez vous poser vos questions ou encore attendre vers la fin pour vous manifester. Les comités locaux, c'est vous, ça. Donc, peut-être que certains d'entre vous viennent de se joindre aux comités locaux. Vous venez vous joindre à la grande famille de l'UMC. Peut-être que certains d'entre vous ont
ont été membres de comités locaux depuis certaines années déjà. En fait, on est les deux volets que les comités locaux explorent, c'est la première qui font la sensibilisation sur leur campus et dans leur communauté. Et puis, la deuxième chose, c'est ce qu'on parlait depuis le début, c'est qu'ils parrainent des étudiants et des étudiantes réfugiés et participent à leur intégration. Si vous regardez les deux cercles, vous allez voir qu'ils sont comme intrinsèquement liés. En fait, j'aimerais peut-être vous demander pourquoi vous pensez qu'ils sont liés, ces deux cercles-là. Pourquoi est-ce que faire de la sensibilisation et parrainer des étudiants réfugiés, vous pensez que c'est connecté? Parce que bonjour, Oui. je m'appelle Ibrahim. Bonjour Ibrahim, C'était une ça va question. bien? Ça va et vous? Oui. Désolé, je vais aller dans ma chambre, mais je voulais juste répondre à la question. And, c'est une question, n'est-ce pas? Oui, On c'est doit une répondre? question. OK. And so, je pense que pour sensibiliser, ça aide aussi avec le recrutement et aussi comment on dit ça, pour l'amassement des fonds et aussi pour avoir des signatures en fin de compte. Lorsque vous avez beaucoup de gens qui vous supportent, il y a beaucoup de référendums ou des choses comme ça qui peuvent être passées plus facilement, Absolument, selon mon Ibrahim. expérience. Absolument, tu as totalement raison. Le fait d'avoir des activités, ça fait en sorte que le comité local peut rester en vie et puis on va avoir plusieurs projets pour déléguer à différents comités locaux et puis ça va vraiment aider à garder le momentum. Mais l'autre lien aussi, peut-être que sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait que faire de la sensibilisation, ça crée aussi une communauté plus accueillante pour les étudiants que vous allez parrainer. Puis ça, c'est vraiment au cœur même des objectifs de l'EMC, c'est s'assurer que, bien, premièrement, que les étudiants qu'on reçoive soient bien accueillis par la communauté, qu'on puisse aussi changer les mentalités, qu'on puisse avoir des communautés plus accueillantes, plus inclusives, plus diverses, qui sont pro-diversité. Donc, c'est aussi le mandat des comités locaux de contribuer à cet objectif de l'EMC de créer des communautés plus accueillantes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi intrinsèquement liés. Le rôle des comités locaux, donc un peu comme Ibrahim, ce qui vient de parler, donc oui, il y a le volet activité, il y a le volet collecte de fonds, mais ça, on va le laisser un petit peu de côté parce qu'on va vraiment se concentrer davantage sur le programme d'étudiants réfugiés. Vous avez peut-être entendu parler par le passé des 4 piliers. Eh bien, surprise, on est rendu avec 5 piliers, entre autres parce qu'on trouvait qu'il y avait une certaine importance, un nouveau pilier sur lequel, justement, on voulait être certain que les comités locaux apportent une plus grande importance, parce qu'on pense que, bon, c'est un pilier qui valait la peine d'être souligné davantage. Donc, par le passé, on avait finances académiques, sociales et autonomie ou encore post-parrainage. Et puis là, on a changé ça un petit peu pour financier, académique, social, santé et bien-être et autonomie. Donc, je vais les résumer rapidement, mais si jamais vous voulez vraiment prendre plus de temps pour en parler, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va avoir une mini-série sur les 5 piliers qui va commencer au mois de juillet et puis qui va aller jusqu'au mois d'août. Donc, vous allez avoir la chance de parler de parler davantage de tous ces piliers-là. Donc, juste pour les survoler, au niveau finance, oui, c'est une question d'amasser de l'argent et puis de s'assurer que tous les besoins financiers des étudiants sont comblés, mais c'est aussi de bâtir les compétences des étudiants en ce qui a trait à la littératie financière. Donc, de comprendre le coût de la vie, comment le système bancaire fonctionne, comment il y a tellement de choses à apprendre quand on arrive dans un nouveau pays au niveau justement du système économique. Donc, c'est ce que le pilier financier mentionne. Il faut aussi ajouter les prêts de bourse qui sont très, très populaires chez les étudiants. Le deuxième, c'est le volet académique. Donc, c'est s'assurer d'accompagner les étudiants dans ce périple-là de tomber dans un nouveau système académique qui est un système académique probablement fort différent des systèmes académiques
auxquels ils ont été habitués dans leur pays d'asile ou d'origine. Donc, que ce soit d'avoir des cours par semestre au lieu d'avoir des cours annuels, que ce soit la culture éducationnelle au Québec et au Canada, donc qui est très participative. Prochainement, on va avoir aussi les cours en ligne. Donc, c'est tout l'accompagnement vers la réussite et la complétion d'un diplôme postsecondaire. Au niveau social, je pense que ça parle un peu de soi-même, mais l'accompagnement social, c'est vraiment un accompagnement plus émotionnel. C'est pas, ça se peut que vous deveniez le meilleur ami de l'étudiant PA, mais ça se peut aussi que des fois, vous ne soyez pas nécessairement la première ressource de l'étudiant ou de l'étudiante. Et puis, à ce moment-là, le pilier social, c'est de savoir connecter les étudiants à la bonne ressource ou encore au bon club sur le campus. Si vous savez que l'étudiant, par exemple, c'est un fan de soccer, mais ce serait peut-être intéressant, en fait, de le mettre en contact avec le club de soccer sur le campus. Santé, bien-être, c'est plus une question de mettre en contact justement avec un médecin de famille, de s'assurer que l'étudiant ait une certaine connaissance par rapport au planning familial, ait une approche assez préventive de la santé. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, encore une fois, on va avoir une séance, mais il y a aussi des ressources qui peuvent être mises à votre disposition à cet effet-là. Et puis finalement, le pilier de l'autonomie, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où les étudiants sortent de l'avion et arrivent au Canada, comment est-ce qu'on peut s'assurer de les accompagner pour qu'ils puissent naviguer les ressources et puis naviguer les différents systèmes? Donc, c'est de faire avec au lieu de faire pour les étudiants. Donc, c'est toujours avoir cette perspective-là d'autonomie. Et puis, tous les comités locaux doivent avoir un minimum de 5 personnes. C'est une des conditions d'immigration au Canada. Et doivent aussi en fait favoriser la construction de communautés accueillantes. Et puis, je vais redonner le micro à André pour qu'elle puisse nous parler de l'avenir. Excusez, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je suis de retour, parfait. Oui, donc, un peu, c'est pour conclure la présentation, un peu vous parler de ce qui s'en vient ou de ce qu'on peut faire. Dans quelques jours, ce samedi, ça va être la Journée mondiale des réfugiés. Puis je pense que c'est un beau moment pour prendre le temps de réfléchir, puis reconnaître un peu la résilience et la force des réfugiés. C'est aussi un moment où on peut réfléchir au travail qu'on a fait et à celui qu'on devrait encore faire. Évidemment, la pandémie du COVID a en ce moment affecté nos programmes, a affecté notre vie quotidienne et aussi celle de nombreux réfugiés à travers le monde. Donc, il faut, je pense, se réinventer pour trouver une façon d'agrandir, d'élargir, d'approfondir notre impact. Puis je pense que c'est important de toujours se poser les questions. Donc, comment est-ce qu'on peut encore mieux soutenir l'intégration des réfugiés? Comment est-ce qu'on peut offrir davantage de possibilités aux personnes réfugiées pour étudier, pour se réinstaller dans les communautés sûres? Donc, un peu, c'est ça. C'est vous laisser un peu avec cette réflexion-là. Puis j'aimerais ça aussi vous parler un peu de ce que nous, à vous, ce qu'on essaie de faire pour justement essayer d'offrir davantage de possibilités. Puis, une des choses qu'on fait, c'est justement utiliser beaucoup les succès que le programme d'étudiants réfugiés a eu grâce à vous, les comités locaux qui travaillent très fort puis qui font un travail significatif. Le modèle est reconnu au niveau mondial, puis on a la chance de pouvoir le partager avec d'autres pays qui veulent répliquer le programme ou qui veulent en tirer les meilleurs éléments et les adapter à leur contexte. Donc, par exemple, en novembre dernier, le UMC a eu la chance de faire une grande conférence avec le HCR, puis avec l'UNESCO. Ils ont rassemblé plusieurs acteurs, des parties prenantes qui étaient déjà en train de développer des opportunités d'éducation pour réfugiés ou qui étaient engagés, disons, dans la discussion. Puis ça a permis d'échanger sur c'était quoi les besoins, c'était quoi les obstacles que les réfugiés
auxquelles ils faisaient face, disons, pour accéder à ces options-là, puis aussi d'échanger des bonnes pratiques pour qu'on puisse élargir ces opportunités-là. On a aussi, je vous ai parlé plus tôt du projet Abesha, bien, le HCR a travaillé directement avec l'organisation qui s'appelle DIMA pour justement aider à les soutenir pour l'expansion de ce programme-là, mais aussi sa durabilité. Donc, on a travaillé ça côte à côte pour essayer que le programme soit encore plus fort. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont rencontré Michelle, quoiqu'elle doit être allée peut-être plus dans la partie anglophone. Je ne sais pas si elle a fait partie. Je ne sais pas si ici, on a des participants qui ont pu la rencontrer lors de la réunion de leadership de l'année passée. Mais bref. Peut-être juste pour mentionner, André, on parle de Michelle Quignonnet, c'est le nom de Michelle Mengs. Oui, oui, oui. Michelle. Oui, tu as raison. Puis la rencontre de leadership était bilingue, donc peu importe, les gens l'auraient rencontré s'ils étaient là l'année passée. Alors peut-être que vous l'avez rencontré. Puis d'ailleurs, si vous regardez la présentation, la photo d'en bas, c'est Michelle avec son mini leadership meeting qu'elle a fait au Mexique au retour de son voyage ici à Ottawa. Donc, c'est le fun de voir que c'est ça, on inspire, puis on donne le goût à d'autres personnes dans le monde de faire pareil. Puis, c'est un peu, c'est ça, j'en profite pour vous rappeler que comme réseau, nous, WUSC et vous, les comités locaux, on a fait des promesses d'action l'an dernier. On s'est engagé pendant le Forum mondial sur les réfugiés pour travailler encore plus fort pour aider les réfugiés à accéder à des opportunités d'éducation. Puis je pense qu'en ce moment, en attendant que la réinstallation puisse reprendre puis que le programme puisse se réactiver, c'est peut-être un bon moment pour qu'on puisse travailler sur ces promesses d'action-là. Je vous les rappelle, on avait parlé d'augmenter le nombre d'étudiants qui sont réinstallés. On avait parlé d'assurer la pérennité du programme sur les campus. Donc, ça peut être de développer une structure financière qui soit forte pour les comités locaux. On a aussi parlé de faire participer des nouveaux établissements postsecondaires qui n'ont pas encore établi le programme d'étudiants réfugiés et qui pourraient être intéressés à le faire. C'est aussi travailler encore plus fort pour sensibiliser vos bureaux d'admission pour qu'ils soient encore plus flexibles avec les exigences qu'ils ont face aux personnes qui ont été déplacées et qui, justement, peuvent peut-être pas répondre à ces exigences-là. Puis finalement, un peu comme disait Marilyn plus tôt, l'importance de bâtir des communautés qui sont plus accueillantes pour les nouveaux arrivants. Puis les comités locaux ont beaucoup à faire dans ce sens-là parce que vous êtes la première ligne, vous êtes en contact avec tout le réseau d'étudiants. Puis c'est un bel endroit où justement partager ce message-là. Je pense que c'est ça. Je pense que votre support est très apprécié et on espère que c'est ça, que ça va continuer comme ça là, dans le futur proche. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer la session d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose. Ça peut être en vous enlevant de sourdine ou en utilisant la petite boîte de conversation. Mais si vous voulez partager quelque chose,